Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et rebonjour à ceux qui sont là depuis ce matin. Pour introduire le colloque, je vais appeler monsieur Étienne Pimelin, qui est le président de la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture et qui nous soutient depuis plus longtemps que je n'existe. Merci. Effectivement, le prix d'Incorruptible et la Fondation sont partenaires depuis au moins 30 ans. Alors, vous êtes trop jeune, mais il y a quelques années, quand on parlait de deux hommes politiques amis depuis 30 ans, c'est qu'ils se détestaient absolument. Et nous, au contraire, c'est le grand amour et une passion durable, parce que je pense qu'il y a une forte convergence entre ce que vous faites et ce que la Fondation du Crédit Mutuel essaye de faire pour la lecture. Et puis, je suis particulièrement... Alors, on m'a demandé de parler avec modération, parce que ce que vous attendez, d'ailleurs moi aussi, c'est les intervenants du colloque. Et c'est juste pour permettre de vous mettre un peu en forme. Encore vous n'en ayez pas besoin, mais je suis heureux aussi d'un point particulier en relation avec l'actualité, c'est le rôle des enseignants dans le prix des Incorruptibles. Et on a vu tout récemment, et malheureusement dans un événement évidemment tragique, à quel point vous représentez peut-être même la force la plus démocratique dans la société française pour essayer, à travers l'ouverture d'esprit, la transmission des savoirs, mais aussi le dialogue, l'échange, la capacité de réfléchir, d'avoir des perspectives. Et c'est très important aujourd'hui, dans ce contexte à la fois qui est propre à votre métier et qui est celui de la société française, et peut-être plus largement d'ailleurs de la société européenne et mondiale, de jouer ce rôle d'éveilleur et de permettre, dans un environnement qui est saturé par l'information vraie ou fausse, et d'avoir une capacité, pas seulement de transmettre une culture, mais surtout d'éveiller une conscience. Et au fond, c'est ce que fait la lecture fondamentalement. La lecture, c'est un plaisir à la fois individuel et collectif, et qui permet de s'ouvrir au monde, mais aussi de s'ouvrir à son intérieur, à soi-même, et lui apprendre à évoluer, à dialoguer. Et donc, moi, je me félicite de ce partenariat et du prix des Incorruptibles. Alors, c'est encore un peu tôt, mais quand je reviendrai ici, enfin, si je suis en état de le faire, pour le prix dans quelques années, ce sera 1 million de votes qu'il y aura. Pour l'instant, vous avez déjà franchi le cap des 500 000. Et donc, il ne reste plus que 450 000, si j'ai bien compté, à faire. Et surtout, c'est une dynamique très, très forte. Et dans un mouvement qui entraîne, et je me répète, qui éveille. Et donc, ça me paraît important que cette dimension d'éveil de culture, et à travers un prix qui, à la différence de beaucoup d'autres prix qui sont décernés par des jurys certes éminents, mais d'un petit nombre d'individus, c'est au contraire un mouvement collectif et un mouvement qui emporte vers l'avenir et qui est un mouvement qui construit. Et donc, dans ce sens-là, vous le savez, la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture soutient toutes ces initiatives de toute nature. Et ce qui m'a frappé aussi, et j'ai compris qu'on annoncerait tout à l'heure des initiatives, peut-être ça a été fait à l'Assemblée générale, pour encore lancer d'autres modes de communication et de dynamique. Alors, je ne suis pas en train de vous suggérer, à la sortie, de venir tous me proposer votre projet de promotion de la lecture, mais si vous en avez, n'hésitez pas, on vous donnera les coordonnées. Et la Fondation soutient à peu près 200, j'allais dire, pas projets, 200 associations qui travaillent pour la lecture sous toutes ses formes. Et donc, ce sont des projets très répartis dans les régions, quelques-uns à l'international. Et je crois que c'est important aujourd'hui, dans cette espèce de trouble collectif, que ce soit justement les initiatives locales, les dynamiques, les gens qui se mobilisent sur le terrain, en proximité des gens, de leurs problèmes. Et c'est ce que vous faites tous les jours dans votre métier. Un très beau métier. J'ajouterai une seule touche personnelle. J'ai un fils enseignant. Et donc, j'apprends beaucoup de choses sur votre métier. Et très loin de ce que j'ai vécu, moi, il y a de trop nombreuses années, quand j'étais à l'école, mais où j'avais aussi de bons profs. Voilà, tous mes voeux pour ce colloque. Et je suis comme vous impatient d'entendre les intervenants et les discussions animées qui suivront. Merci. Bonjour, nous sommes ravis d'être avec vous ce matin. Donc, je me présente, je suis Caroline Fèvre. Alors moi, je suis Juliette Lézorène.
Et nous sommes toutes les deux formatrices dans le réseau Canopé, et nous plus particulièrement dans l'atelier Canopé du Mans, dans la Sarthe. Le Mans en force, vous allez voir ce matin. On est quand même 4 intervenantes du Mans. On est plusieurs dans le réseau Canopé. On va rapidement vous parler du réseau Canopé, mais je pense qu'on a des collègues aussi dans la salle. Ouais. Voilà, le réseau Canopé devient un organisme de formation à part entière, maintenant à destination des enseignants, mais pas uniquement, de toutes les personnes qui travaillent autour de l'éducation. Et dans chaque département, vous trouvez un atelier Canopé dans lequel il y a des formateurs. Et nous, nos thématiques sont assez vastes. Et on est ici aujourd'hui pour vous parler du partenariat qu'on a noué, notamment grâce à Juliette Lézorraine depuis plusieurs années, avec le Prix des Incorruptibles. Et de ce qu'on propose dans le réseau Canopé, de ce qu'on peut proposer comme accompagnement des enseignants, accompagnement aussi pour les coordonnateurs des comités de lecture. Voilà, vous présenter un petit peu tout ce qu'il est possible de faire et tout ce que Canopé met en place. La première des choses, c'est un outil, une plateforme qui s'appelle Canotech, la Canotech, dont on est assez fiers parce que c'est une plateforme, un support dans lequel on retrouve beaucoup de vidéos, des choses qu'on peut revoir en replay. Normalement, vous aurez le diaporama et vous avez tous les liens, tout ce qu'on a sélectionné pour vous autour du prix des Inco et autour de la littérature, y compris aussi de la philosophie, parce que je vous en parlerai, enfin du philosophie avec les enfants, comment travailler avec ses élèves autour des œuvres. Elle est où, Karine? Je cherche Karine. Qui sont sur Canotech, oui. Alors oui, je peux quand même vous en parler. Vous irez sur le lien qui vous sera communiqué. Donc sur Canotech, vous avez des classes virtuelles, des webinaires, des conférences, d'autres ressources en lien avec des thématiques phares, entre autres toutes les thématiques relatives à l'inclusion. Mais pour le moment, sur cette plateforme Canotech, il n'y a pas justement les classes virtuelles qu'on propose en partenariat avec les Incorruptibles, parce qu'elles n'appartiennent pas à une des thématiques représentées pour le moment sur Canotech. Donc vous avez aussi un autre lien qui vous sera communiqué, qui vous permettra justement d'avoir accès aux inscriptions à ces webinaires, en lien avec la littérature jeunesse. Qui sont gratuits. Qui sont tous gratuits, effectivement. Il suffit de vous créer un compte réseau Canopé. Et c'est un peu difficile, du coup je parle en même temps. Et donc sur cette plateforme, vous avez accès à des classes virtuelles autour de la littérature jeunesse, donc en lien avec les Incorruptibles, mais ça peut être aussi justement philosopher avec les albums jeunesse et d'autres classes virtuelles autour de la littérature jeunesse. Vous aurez un troisième lien aussi, qui est un lien vers un site, des conférences qui ont été proposées par l'Auvergne. En fait, je ne sais pas si la personne qui travaille à Canopé Auvergne, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est présent, non. Donc ces conférences, en fait, elles peuvent vous intéresser dans le cadre de vos projets en lien avec la littérature jeunesse, puisqu'il y a des interventions, entre autres de Bernard Friot et de Clémentine Beauvais, que Nathalie Prince évoquera sûrement tout à l'heure. Donc voilà. En ce qui concerne les formations avec les Incorruptibles, il y en a les formations, les animations, on va dire. La première, c'est une présentation du prix des Incorruptibles qui peut vraiment intéresser les enseignants qui participent à ce prix. La seconde, c'est Karine et l'association Valentin Aoui nous expliqueront comment les Incorruptibles permettent à tous les publics dits spécifiques de pouvoir accès à la lecture. Et la troisième, elle est plus sur le point logistique, elle est autour du vote. Et puis on en parlait tout à l'heure, peut-être qu'on en fera une autre autour de la restitution de Jasmine sur les enquêtes qui ont été menées. Ça peut intéresser. Si elle est d'accord, on ne lui en a pas parlé encore. Si elle est d'accord, bien sûr, puisque nous n'avons pas demandé à Jasmine. Ah voilà. Ça marche pas. Non ? Les liens. Ok, et ben c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Vous les aurez en tout cas. On les a mis quand vous aurez le diaporama. En cliquant à chaque fois, vous aurez les liens qui vous amènent directement à toutes les informations qu'on vous donne. Voilà, toutes les images en fait, elles sont cliquables. Elles vous permettent d'y avoir accès. Donc voilà, la partie classe virtuelle, c'est ce que propose le réseau Canopé aux enseignants et aux coordonnateurs des comités de lecture.
Nous, particulièrement dans l'atelier du Mans, de la Sarthe, on propose également une formation et on voulait vous en parler parce que ça peut peut-être donner aussi des envies pour les responsables des comités. On a une formation à l'intérieur du plan de formation des enseignants du premier degré de 12 heures pour lesquelles on a réuni des enseignants qui participent avec leur classe au Prix des Incorruptibles. Afin de les accompagner à mener en classe leur comité de lecture. Donc 12 heures de réflexion avec eux. Et cette formation, on aimerait beaucoup pouvoir la déployer, alors peut-être pas sur un format de 12 heures, mais en tout cas pouvoir la communiquer aux personnes qui animent les comités, donc vous, pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Il y avait des questions tout à l'heure sur les fiches de lecture, comment on remplit une fiche de lecture avec des grilles d'observation, des grilles de lecture fournies par la recherche. C'est vrai que nous, on a la chance d'avoir l'Université du Mans des chercheurs en littérature de jeunesse qui alimentent notre propre culture. On n'est pas chercheuse, mais on a besoin beaucoup de ce lien avec la recherche. Et nous, après, ça nous permet de transmettre au comité une manière peut-être de réfléchir à ces fiches, comment on remplit ces fiches. Et tout ce travail-là, on le fait avec des enseignants, mais pas que. On le fait aussi avec des personnes qui sont dans le comité. On a essayé d'élargir un petit peu le comité de lecture. Voilà, donc cette année, par exemple, il y aura aussi une personne bibliothécaire, une autre psychologue. Donc on essaye un petit peu de proposer un accompagnement interprofessionnel. Parce que le regard sur le livre, il n'est pas forcément le même. Oui, une ancienne éditrice. Alors, je permets de préciser, parce que Nathalie sera là tout à l'heure, parmi les conférences qui ont été proposées via Réseau Canopé l'année dernière, il y avait des interventions de Laetitia Veniat, Vanessa Mouret et Pamela Elaya, qui étaient des enseignantes, justement, du master littérature jeunesse. Des étudiantes, non ? Des étudiantes, excusez-moi, j'ai ripé. Et les deux, en fait, puisque Laetitia... Alors, des enseignantes, puis des étudiantes, puis des enseignantes du master littérature jeunesse. Je te laisse préciser. Le deuxième point, Alors, le deuxième point, c'était le PDF, et voilà. Et je te laisse préciser pour la fiche. Alors, le dernier point, la dernière chose dont vous parlez aussi concernant le réseau Canopé, c'est que vous trouverez, toujours la même chose en cliquant sur le lien, vraiment tout le corpus de webinaires qu'on a pu faire depuis 2020 autour des ateliers philo. Alors là, c'est vraiment plus large, mais dans chacun dans chacun des liens, vous trouverez parfois des intervenants spécifiques, spécialisés dans la littérature de jeunesse et la manière dont on peut faire réfléchir les élèves, les enfants, les adolescents avec un album, avec un roman. Donc vous pouvez tout à fait faire défiler un petit peu et aller voir toutes les conférences. Ça dure à peu près 1 heure à chaque fois avec des questions qui sont proposées autour de cette thématique parce qu'on pense, alors c'est aussi parce que c'est un peu ma spécialité, j'anime des ateliers philo avec les enfants et les adolescents, je suis formatrice sur cette thématique et j'utilise énormément la littérature de jeunesse, donc c'est vrai que c'est un outil que j'utilise dans mes formations avec les enseignants à destination des élèves et on voit à quel point le prix des Incorruptibles, il peut être une force aussi, comment interroger les thématiques, les concepts philosophiques qu'on trouve dans ces ouvrages avec les enfants pour leur permettre de développer leur pensée critique, leur esprit critique. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi dans nos formations, pouvoir accompagner les enseignants dans la découverte des albums et des livres du prix des Incorruptibles, notamment sur ce pan philosophique. Donc vous pouvez retrouver dans tous ces webinaires des spécialistes qui parlent de la littérature de jeunesse et de la manière de philosopher avec les enfants et les adolescents. Donc n'hésitez pas à aller fouiner un petit peu pour vous faire plaisir si cette thématique vous plaît. Alors voilà, et la dernière chose concerne côté Inco le concours d'illustration. Donc je pense que ce sera peut-être, pour ceux qui ont des questions, vous pourrez les poser à Karine tout à l'heure. Et une association qui s'appelle l'Aventure Le Muse. L'Aventure Le Muse, c'est la réunion très récente de 2 associations. L'ACAD, Association pour la création artistique des enfants, que j'ai eu la chance de participer à sa fondation il y a une 12aine d'années, et le MUSE, qui est le musée en ligne des œuvres des enfants. Ces 2 associations
Elles sont à l'initiative de Claude Ponty, auteur. L'ACAD, Claude Ponty habite la Sarthe en fait, donc c'est pas Le Mans, mais il se passe beaucoup de choses dans la Sarthe autour de la littérature jeunesse. Et pour la petite anecdote, quand j'étais professeur des écoles, c'était le voisin de l'école en fait, donc le ballon allait chez Claude Ponty et c'est comme ça que ça a créé la rencontre et qu'on a pu créer l'ACAD. Depuis cette année, l'ACAD et le MUSE se sont réunis pour créer l'aventure Le MUSE qui a plusieurs objectifs. Donc proposer des projets de création aux enfants en lien avec la littérature jeunesse. Donc ça peut être un projet directement proposé par Claude Ponty. Et le MUSE qui est une plateforme de diffusion d'œuvres d'enfants. Et c'est là que ça peut intéresser ceux qui participent au concours d'illustration. Donc le partage d'écran quand on va sur Internet ne fonctionnait pas. Donc c'est pareil, vous pourrez cliquer sur l'aventure Le MUSE et vous accéderez à une plateforme. C'est un peu délicat d'en parler sans vous la montrer. Elle réunit des centaines et des centaines d'œuvres d'enfants. Tout le monde peut proposer des œuvres à la plateforme Le MUSE. Ça peut être sous forme d'atelier. Donc par exemple, vous proposez une activité de création autour d'un album des Incorruptibles et vous décidez de mettre en ligne cette proposition d'atelier pour qu'elle puisse servir à d'autres. C'est possible. Vous pouvez aussi directement proposer les œuvres des élèves, des enfants qui auront participé au concours d'illustration ou à tout autre projet de création. Vous pouvez tout envoyer. Et là, les œuvres seront sélectionnées par un comité dont je ne fais pas partie. C'est quelques personnes qui sélectionnent quelques œuvres d'enfants qui pourront faire partie de la collection permanente du MUSE. Voilà. En termes de ressources aussi, ça peut être utile parce que toutes les œuvres, Caroline, tu me diras si je ne suis pas très claire parce que tu connais la plateforme et du coup, voilà. Toutes les œuvres sont rangées par thématique. Donc, par exemple, si vous voulez avoir des sources d'inspiration d'œuvres d'enfants autour de la nature ou la maison ou que sais-je, une thématique qui sera en lien avec un des albums ou un des romans que vous travaillerez avec vos élèves, vous pouvez avoir justement toutes ces œuvres qui apparaissent à l'écran. Ça peut être des vidéos, des œuvres audio, des dessins, des peintures, toutes sortes de techniques. Vous pouvez aussi choisir de sélectionner uniquement une technique. Donc du stop motion, voilà, plein de choses. Alors, j'ai pas précisé, ça c'est gratuit aussi, aucune adhésion n'est requise pour proposer des œuvres au MUSE. Il suffit juste de créer un compte. Ce qui peut être un petit peu, ce qui peut prendre un petit peu de temps, c'est de scanner les dessins des enfants. Donc, après, vous avez juste à les envoyer. Ouais, est-ce qu'il y a des questions sur Réseau Canopé, sur l'aventure Le MUSE? Alors, là, oui. C'est une très bonne question qui restera à peu près sans réponse, puisque les enfants, je parle un petit peu à la place de Claude, mais il n'y a pas vraiment de limite d'âge. Donc, a priori, ce sont les enfants, on va dire, jusqu'à 18 ans. Mais je pense à... J'ai oublié son nom. Une des artistes un petit peu phares du MUSE, qui est une adolescente atteinte de troubles autistiques, qui, elle, continue de proposer des œuvres au MUSE, parce que c'est vraiment une artiste extraordinaire qui a été, Lucille Notin-Bourdeau, je crois, qui a été portée par le MUSE et qui continue aussi de proposer. Mais à petite échelle, l'ACA, donc dans la Sarthe, a proposé aussi des œuvres, des projets de création aux hôpitaux. Donc il y avait des très grands adolescents, voire plus. Voilà. Mais bon, voilà, on va dire jusqu'à 18 ans, s'il faut donner une règle. Oui, il y avait une question là-bas, mais je... Est-ce que c'était la même question pour l'âge ? Alors juste, je n'ai pas précisé, mais quand vous proposez des œuvres au MUSE, il faut faire signer une attestation, parce que les œuvres sont des propriétés privées également, donc pour pouvoir les mettre en ligne, il faut que les élèves soient OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou sur Réseau Canopé, si vous avez des questions sur ce qui vous a été présenté? Dans ce cas, on va peut-être passer
la main. Merci. Et bien du coup, on va enchaîner avec une partie de l'équipe de Pages des libraires pour vous présenter justement le fameux Page Éduc. Le fameux média que nous lançons aujourd'hui. Donc voilà, on cherchait depuis longtemps avec Pages des libraires à s'associer, à travailler ensemble pour essayer de créer quelque chose à destination des enseignants, mais on ne savait pas trop quoi. Et ça y est, on a eu la merveilleuse idée de prendre en fait l'expertise de Pages qui est toute l'actualité littéraire, la connaissance journalistique également, et de l'associer avec les points forts des Incos qui sont du coup la sélection de livres, la littérature jeunesse, etc. Donc on a décidé de créer un média 100% en ligne, 100% littérature jeunesse à destination des enseignants pour parler de littérature, de la recherche autour de la littérature dont on parlera plus longuement tout à l'heure, de l'actualité jeunesse, l'actualité littéraire. Et puis voilà, je vais laisser les autres membres de l'équipe vous parler un petit peu du projet. Merci Karine, moi je suis Claire de Pages des libraires. Je voudrais vous remercier déjà d'être si nombreux aujourd'hui, enseignants, éditeurs, ici à la Maison de la Poésie et puis derrière votre écran aussi. Alors vous connaissez bien les Incos, j'espère que vous connaissez un peu Pages aussi. Pages, vous savez, c'est un réseau de plus de 2500 libraires indépendants à travers la France qui lisent en amont, sur épreuve, les titres que proposent les éditeurs partenaires de Pages. Pages, l'idée c'est de mutualiser ces avis de lecture, de les collecter et ensuite de faire tous les 2 mois la revue que vous connaissez peut-être. Alors Sidney, il a fondé il y a 35 ans Pages, il a fondé aussi les Incos et puis ça fait quelques mois, peut-être quelques années, il ne nous l'a pas dit, qu'il avait en tête de créer quelque chose de nouveau. Donc ce quelque chose de nouveau, comme disait Karine, on unit un petit peu nos forces. Chez Pages, on anime donc ce réseau libraire. Aux Incos, c'est le réseau enseignant. Donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc aujourd'hui, on est vraiment très heureux, très fiers aussi de lancer ce Page Éduc, donc ce média en ligne à destination des enseignants. Page Éduc, qu'est-ce que c'est? Donc Karine le disait un peu, c'est l'actualité jeunesse vue par les libraires indépendants. C'est vraiment des titres qui ont été lus donc en amont par des libraires, et puis ils nous ont fait des papiers, des entretiens avec des auteurs, et donc on vous les propose à vous, enseignants. Page Éduc, c'est aussi, et on en parlera juste après, avec Sylvie Servoise et Nathalie Prince, c'est une grosse partie consacrée à la recherche, c'est vraiment de mettre la littérature jeunesse au centre, et donc elles vous parleront de tout ça juste après. Et puis, Page Éduc, c'est aussi des témoignages de vous, enseignants, des auteurs, des éditeurs, c'est de nous parler du prof qui vous a donné envie de faire ce métier, du livre qui vous a donné aussi envie de faire ce métier. Et Page Éduc, Ingrid va nous en parler juste après moi, c'est aussi ce que ça va devenir. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, 23 octobre 2023, on lance quelque chose, mais dans les prochains jours, dans les prochains mois, Page Éduc, ce sera différent puisqu'on a besoin de vous tous, on a besoin des enseignants, on a besoin des éditeurs pour imaginer le Page Éduc de peut-être déjà début 2024. On a quelques idées. Nous, notre métier, c'est de fédérer, c'est d'essayer de faire travailler en réseau, de faire plein de choses tous ensemble. Donc c'est ça la vocation de Page Éduc, et on espère bien le faire avec vous et vous entraîner à nos côtés. Ingrid, je te laisse détailler un petit peu peut-être cette phase 2. Oui, merci Claire pour cette présentation. Effectivement, l'idée de Page Éduc, c'est aussi de pouvoir créer un canal inédit et de pouvoir mettre autour de la même table, on va dire, les enseignants, les auteurs, les éditeurs, tous les professionnels qui s'emparent de la littérature jeunesse
pour voilà, créer un cercle vertueux et partager son expérience, s'informer auprès de professionnels aguerris. L'idée, c'est vraiment de créer un laboratoire et de pouvoir recueillir. Il ne faudra pas hésiter à toquer à notre porte. On sera tout à l'heure, pendant l'heure du déjeuner, à une table très bien identifiée pour que vous puissiez venir nous voir. L'idée, c'est vraiment de nous dire quels sont vos besoins aujourd'hui pour travailler en classe autour de la littérature jeunesse, de savoir quelles sont vos envies, qu'est-ce que l'on pourrait imaginer ensemble. Ce média existe aujourd'hui, mais l'idée, c'est évidemment de le faire évoluer et de le faire évoluer en fonction de vos envies et de vos besoins. Donc n'hésitez surtout pas, aujourd'hui et demain, on va essayer de créer un maximum de choses avec vous. Donc n'hésitez pas, on sera là tout à l'heure pour vous. L'idée aussi, ça sera de, en plus de ce média, créer des outils pour vous accompagner dans vos métiers. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos envies. On a travaillé beaucoup sur cet axe-là, avec notamment un moteur de recherche qu'on a souhaité thématique pour essayer de croiser un maximum de données. Il est très certainement encore perfectible et ça, on va essayer de le faire ensemble avec vous. L'idée aussi, c'est de créer un espace pour les enseignants qui soit le plus pratique possible pour épingler des titres, des livres, des sélections que vous aurez envie de travailler avec vos élèves et parfois aussi de pouvoir compiler votre expérience que vous souhaiteriez partager avec d'autres enseignants. Voilà un petit peu pour les grandes envies du moment. Donc n'hésitez pas à venir nous voir tout à l'heure pour nous raconter tout ça. Merci Ingrid. Donc on est vraiment à votre disposition aujourd'hui et puis pour la suite, voilà, pour faire vivre ce Page Éduc. On va maintenant laisser la parole à Sylvie Servoise et à Nathalie Prince. On vous a dit, Le Mans est en force aujourd'hui. Donc Sylvie qui va coordonner la partie recherche, enfin qui a déjà commencé à travailler d'ailleurs, qui coordonne la partie recherche de ce Page Éduc. Sylvie, Nathalie, je vous laisse le micro. Bonjour à toutes et à tous. Alors en effet, le Mans est en force. Voilà, mais c'est une conjonction parce qu'on est des chercheurs et des chercheuses assez nombreux à travailler à l'université du Mans, notamment autour d'un master en littérature de jeunesse qu'a fondé Nathalie. Voilà, donc peut-être qu'on pourra en dire quelques mots plus tard. En tout cas, moi, je suis absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter donc cette rubrique recherche du nouveau Page Éduc qui est lancé aujourd'hui. Alors, je suis ravie à plusieurs titres. D'abord parce que pour moi, c'est un retour à Page Éducation. En effet, il y a près de 20 ans, quand je faisais dans la douleur, mais avec passion, ma thèse, j'étais aussi pigiste pour Page des libraires et j'ai notamment travaillé pour ce qui était à l'époque un supplément, mais en format papier, Page Éducation, et qui était très différent en fait de ce qui est proposé aujourd'hui. Et donc j'y ai beaucoup appris, j'ai fait de très belles découvertes, ça a été une grande expérience et qui n'a pas joué pour rien, il faut bien le dire, dans mon intérêt pour la littérature de jeunesse et ensuite dans ma carrière universitaire. Donc en effet, je suis professeure de littérature française et comparée à l'université du Mans. Je travaille sur plusieurs objets, les rapports entre littérature et politique, littérature et société, écriture de l'histoire, dans la littérature qu'on appelle générale et la littérature pour la jeunesse. Et j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages et d'articles sur des sujets divers. Là, voilà, il y a des visuels. Alors il y a notamment le collectif que j'ai eu le plaisir de diriger avec Nathalie sur les personnages mythiques dans la littérature pour la jeunesse et un autre ouvrage collectif sur les enfances dystopiques. Alors je suis aussi simplement, voilà,
pour expliquer un peu qui je suis, d'où je viens et pourquoi je coordonne cette rubrique recherche, pourquoi Sydney m'a fait le plaisir et l'honneur de retoquer à ma porte et de me dire allez, reviens des années plus tard. Donc je suis aussi co-responsable du Master 2 littérature jeunesse, qui donc forme des étudiants, des étudiantes de tout âge et de toute formation à l'analyse, mais aussi aux usages de la littérature pour la jeunesse. Dans le domaine, on a 4 parcours, donc dans le domaine de l'édition, dans le domaine de l'enseignement, des bibliothèques et des métiers d'accueil de l'enfance et de la jeunesse. Donc voilà, donc je disais, Pagéduc, c'est un retour, mais c'est évidemment aussi un nouveau départ, sinon ce ne serait pas drôle, parce que donc il y a un nouveau support, support média, avec toute la souplesse que ce format en ligne permet. Et aussi parce qu'il s'agit de faire le lien, et c'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure, entre plusieurs acteurs, et à mon avis c'est vraiment ça qui est intéressant et stimulant. L'idée c'est de faire le lien entre plusieurs acteurs et plusieurs mondes qui se connaissent, qui se lisent, mais qui ne travaillent pas toujours ou pas systématiquement, ou pas de manière forcément instinctive ensemble. Et donc ces 3 mondes, en fait, c'est évidemment le monde de l'édition jeunesse, qui est particulièrement créatif et dynamique, on le sait bien, le monde enseignant, puisque ce sont les enseignants qui lisent, qui font lire, qui travaillent la littérature pour la jeunesse, et qui aussi, et puis là je parle évidemment à un public de convaincus qui la défendent. Et puis le monde universitaire qui, depuis maintenant plusieurs années, mais peut-être pas assez, a fait de la littérature pour la jeunesse un objet d'étude qu'elle aborde, ce monde universitaire aborde la littérature de jeunesse sous différents angles, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc c'est vraiment 3 acteurs qui travaillent, alors pas chacun dans leur coin, puisqu'on en a parlé tout à l'heure avec le réseau Canopé, il y a des passerelles qui existent, mais l'idée vraiment de ce Pagéduc, et notamment de cette rubrique recherche, c'est de faire dialoguer, faire travailler ensemble ces 3 acteurs qui ont en commun de vouloir donner plus de visibilité à la littérature pour la jeunesse et de se livrer en quelque sorte à sa défense et illustration, puisque la littérature de jeunesse, on le sait, particulièrement riche, beaucoup plus complexe que certains ou certaines voudraient le penser ou le faire croire. Et donc il y a aussi ce travail qui, à mon avis, est important et qui reste à faire, malgré tout ce qu'on dit. Oui, il y a un salon de la littérature pour la jeunesse, on est beaucoup à travailler parce qu'on y croit, à la valorisation de la littérature pour la jeunesse, mais il reste quand même encore une question de légitimité, et à mon avis, le combat n'est pas fini. Donc voilà, il s'agit de faire se rencontrer et faire dialoguer ces différents mondes dans les pages, ou plutôt sur les écrans, en l'occurrence, de Pagéduc. Alors concrètement, quelles seront les modalités de ce dialogue ? La rubrique recherche va proposer de manière régulière des entretiens ou des articles, parfois des portraits aussi, tout est possible, de chercheurs ou de chercheuses qui travaillent sur la littérature de jeunesse. Alors, sous quel angle ? Précisément, il y aura plusieurs angles, parce que la littérature de jeunesse est un objet particulièrement riche, avec de multiples facettes. La littérature de jeunesse, on le sait bien, c'est à la fois un objet littéraire qui a donc sa tradition, son histoire. Nathalie Prince va en dire quelques mots tout à l'heure. Sa tradition, son histoire, ses personnages types, ses situations récurrentes, ses codes. C'est aussi un objet culturel et qui a un statut particulièrement intéressant, puisqu'elle est à la fois du côté des cultures savantes, avec tout ce qui a trait à la patrimonialisation. J'étais sûre que j'arriverais pas, patrimonialisation de la littérature jeunesse, et en même temps du côté des cultures populaires. Et c'est aussi, on le sait bien, un objet commercial, puisque on le sait, l'édition en littérature de jeunesse est un créneau particulièrement dynamique. La littérature de jeunesse cristallise aussi beaucoup d'enjeux, des enjeux esthétiques, bien sûr, qu'il ne faudrait pas négliger, sous prétexte qu'elle a aussi des enjeux qui sont extrêmement forts, des enjeux sociaux,
des enjeux éducatifs, des enjeux éthiques et politiques même. D'une certaine manière, on pourrait penser qu'on en demande beaucoup à la littérature pour la jeunesse, presque autant qu'à l'école et qu'aux enseignants. Donc c'est justement parce que la littérature de jeunesse a de nombreuses facettes et qu'elle est porteuse d'enjeux variés que l'idée, c'est d'aller chercher des chercheurs et des chercheuses qui travaillent dans des domaines différents. Donc c'est à la fois des spécialistes de littérature, mais ça peut être aussi des spécialistes en histoire, en sciences de l'éducation, en didactique des langues, comment est-ce qu'on s'appuie sur les albums ou la littérature de jeunesse pour faire entendre plusieurs langues, mais aussi en psychologie, en philosophie ou en sociologie. L'objectif, c'est d'offrir des pistes de réflexion, de donner des éclairages qui peuvent nourrir la pratique des enseignants. C'est aussi donner des idées de lecture, à la fois d'ouvrages littéraires, de textes littéraires, mais aussi d'articles ou d'ouvrages plus théoriques. Et évidemment, c'est de proposer des outils pour comprendre et aller plus loin dans l'analyse à la fois des tendances les plus actuelles de la littérature pour la jeunesse, parce qu'il se passe beaucoup de choses en littérature pour la jeunesse, et ça change très vite, et en même temps, il y a toujours des questions de fond. Est-ce que la littérature de jeunesse est là pour instruire, pour plaire, pour les deux en même temps, mais dans quel sens? Jusqu'à quel point on peut tout dire à des enfants? Bon, voilà, il y a comme ça des questions qui sont sans doute des questions sans réponse, mais on le sait bien, en recherche comme ailleurs, c'est pas parce qu'il y a des questions sans réponse qu'il ne faut pas continuer de se les poser. Donc il y aura à la fois cette attention aux éléments les plus contemporains, les plus actuels, et en même temps, voilà, des questions de fond qui continuent à travailler la littérature pour la jeunesse. Donc, avec passion, mais sans jargon, c'est vraiment le mot d'ordre, et je le note dans l'édito du nouvel Pagéduc, donc qui est en ligne aujourd'hui. Il s'agira, et il s'agit déjà, parce qu'il y a un premier entretien en ligne, pour ces chercheurs et ces chercheuses, de transmettre le résultat de leurs travaux, de faire partager leurs découvertes, leurs interrogations plus récentes, mais aussi leur expérience de terrain. Donc, ils vont s'intéresser, par exemple, à des questionnements, on va dire, plus strictement littéraires, par exemple sur la question des différents genres qu'investit la littérature de jeunesse, et plus exactement ce que font les auteurs ou les autrices de jeunesse à certains genres comme en plein essor, comme la dystopie, la fantaisie, les romans graphiques, mais aussi qu'est-ce que ça signifie écrire du théâtre pour la jeunesse. On pourra aussi avoir des mises en perspective, peut-être de nature plus historique, sur certains genres comme l'album, comme le documentaire, ou alors ces nouveaux labels à l'égard desquels on peut être sceptique, mais pas forcément, comme par exemple la littérature young adult, voilà, qui est vraiment un objet sur lequel de plus en plus de personnes s'interrogent. Et en master littérature de jeunesse, on a de plus en plus de mémoires de jeunes lecteurs qui s'interrogent sur ce label young adult. On pourra aussi parler de la question des transferts culturels. Je pense par exemple au phénomène des mangas, la question du transfert culturel, linguistique, d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre, et on sait que c'est un des genres les plus plébiscités par les jeunes lecteurs. Je l'ai dit tout à l'heure, l'approche transdisciplinaire, elle nous paraît aussi très importante, dans la mesure où, vous le savez bien, la littérature de jeunesse est de plus en plus sollicitée, mobilisée, de la maternelle jusqu'au lycée, pour des enseignements divers, et pas simplement l'enseignement du français, en histoire, en philosophie, en sciences, ou alors jusqu'au parcours humanité au lycée. Et tout à l'heure, il était question de faire de la philosophie avec des enfants. Et donc là, voilà, je peux déjà vous dire en avant-première que un des prochains articles qui sera en ligne sur Pagéduc sera rédigé par Edwige Chirouter, qui est titulaire de la chaire UNESCO, pratique de la philosophie avec des enfants. Et je vous donne déjà le titre de son article, ce sera des récits pour penser le monde quand la philosophie, la littérature et l'enfance se rencontrent.
Donc il y a cette dimension transdisciplinaire, mais il ne faut pas oublier non plus que la littérature de jeunesse, c'est pas simplement un formidable répertoire de connaissances ou un objet d'étude, c'est aussi, ça s'inscrit aussi dans une pratique et dans une série de pratiques. Et donc, un des objectifs qu'on a aussi dans cette rubrique recherche, c'est d'interroger les enjeux et les modalités concrètes de la lecture de la littérature de jeunesse. Et c'est pour ça qu'on va faire aussi appel à des chercheurs et des chercheuses en sciences de l'éducation ou des professionnels de l'accueil de la jeunesse. On pourra se demander, par exemple, quels sont les effets de la lecture sur le développement affectif et social des enfants et des adolescents. Quels sont les enjeux de ce qu'on appelle la lecture partagée ? Est-ce que c'est la même chose pour un enfant ou un adolescent de lire en classe ou de lire dans le CDI ou en bibliothèque ? Donc, avec cette question des pratiques, qui nous semble vraiment importante, c'est évidemment aussi la question des publics et de l'hétérogénéité des publics qui se profilent. Donc c'est les publics empêchés, les questions de littérature inclusive, de lecteurs allophones aussi, dont le français n'est pas la langue maternelle. Tout ça, c'est des défis à relever, à la fois pour notre société actuelle, mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent à la littérature pour la jeunesse et qui méritent qu'on s'y attarde. Alors, je le disais tout à l'heure, on n'oubliera pas non plus les questions qui font débat aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on dit souvent que la littérature de jeunesse n'a pas vraiment de tabou. Toute la question est de savoir comment en parler. De la même manière, je pense qu'il ne faut pas s'interdire certains sujets, comme la réécriture des classiques. Et là, c'est bien aussi d'avoir des chercheurs qui sont capables de mettre en question ces sujets qui sont un peu, peuvent parfois donner lieu à une hystérisation du débat ou des polémiques un peu hâtives. Donc voilà, ce type de questions et aussi des objets, des questions qui font l'objet de combats, voire d'engagement. Là, c'est un de mes thèmes de prédilection, la littérature engagée, mais la littérature de jeunesse est aussi une forme de littérature engagée. Et donc, voilà, un des autres entretiens qui est prévu dans les mois qui viennent, c'est par exemple autour de la question des stéréotypes de genre, la question des stéréotypes liés à la couleur de peau. Et il y a aussi des causes plus positives, c'est pas simplement la dénonciation de ce qui ne va pas, mais aussi on s'intéressera à la manière dont la littérature de jeunesse peut aussi défendre des causes plus positives comme la lutte pour le climat, la défense de l'environnement, etc. Enfin, toutes ces questions écologiques dont Nathalie Prince voilà, est aussi une des spécialistes, même si ce n'est pas ça dont elle va nous parler tout à l'heure. Donc voilà, je pense que l'idée apparaît de manière assez claire. C'est un vaste champ aussi riche et foisonnant que la littérature pour la jeunesse elle-même qui s'ouvre à nous avec ce Pagéduc. Et voilà, on espère que vous serez nombreux et nombreuses à nous suivre, à nous accompagner dans cette exploration et à nous faire aussi, c'est important, des retours sur les thèmes, sur les angles d'analyse que vous voudriez voir développer. L'objectif, ça a été dit tout à l'heure par Claire et par Ingrid, c'est vraiment de créer une communauté de professionnels amateurs, mais au sens aussi d'amoureux de la littérature pour la jeunesse, qui chacun intervient avec ses atouts et les envies qui sont les siennes et qui les partage en les faisant circuler. Donc je m'arrête là pour cette présentation. Je ne peux que vous encourager à consulter voilà, le première ouverture de ce Pagéduc avec un entretien de Nathalie Prince, entretien que j'ai eu le plaisir de mener et qui s'intitule « La littérature pour petits n'est pas de la petite littérature ». Alors, je ne sais pas si est-ce qu'il y a des questions sur cette rubrique auxquelles j'essaierai de répondre. Ou sinon, vous pouvez peut-être garder des questions pour après. Et je vais laisser donc la parole à Nathalie Prince,
qui est donc professeur de littérature comparée à l'Université du Mans, ou Le Mans Université, c'est l'appellation officielle. Nathalie a mis en place et dirigé les 2 années du master littérature de jeunesse de l'Université du Mans dont je parlais tout à l'heure en 2003 et 2004. C'est un master à distance et l'Université du Mans a été pionnière dans la matière. Maintenant, il y en a évidemment de plus en plus, on s'en réjouit, mais rendons à César, et en l'occurrence à Nathalie, ce qui est à Nathalie. Et le master de jeunesse de l'Université du Mans a été un des premiers, voire le premier. Le premier, on peut le dire. Donc Nathalie est aussi évidemment une grande chercheuse en littérature de jeunesse. Elle est l'autrice notamment d'un ouvrage théorique qui a fait date et qui en est maintenant à sa troisième édition, La littérature de jeunesse chez Armand Collin, réédité en 2021 et préfacé par Claude Ponty. Elle a aussi écrit des fictions pour la jeunesse. Vous avez les visuels, c'est notamment Ainsi parlait Nietzsche avec Christophe Prince, qui a été publié chez Les Petits Platons en 2020, et La dinde savante et la poule philosophique, tout un programme, la poule philosophe, pardon, pour Pensée Édition en 2021. Nathalie Prince est aussi membre du jury du prix littérature de jeunesse UNICEF depuis sa création en 2016 et titulaire de la chaire Raconter des histoires pour grandir ensemble à l'Université du Mans dans le cadre du pôle universitaire ligérien d'études sur l'enfance et la jeunesse. Et je le disais, last but not least, c'est elle qui fait l'entretien d'ouverture de Pagéduc. Aujourd'hui, donc, elle va nous parler de la petite histoire de la littérature de jeunesse et je la remercie vivement d'avoir accepté notre invitation. Nathalie, on t'écoute. Merci beaucoup Sylvie, merci à toute l'équipe de Pagéduc, merci de votre confiance. Je suis très heureuse de parler devant cette jolie petite salle de la Maison de la Poésie et puis aussi devant les près de 1001 personnes qui sont inscrites et qui ont leur caméra allumée aujourd'hui pour nous écouter. Donc merci à toutes et à tous d'être là. Alors oui, comme tu viens de le rappeler en indiquant que j'étais titulaire de la chaire Raconter des histoires pour grandir ensemble, oui, j'aime les histoires et c'est pour ça que je voudrais aujourd'hui vous raconter la petite histoire de la littérature de jeunesse qui est un petit peu le personnage principal de cette journée de lancement. Je voudrais vous montrer que la littérature de jeunesse, dans sa genèse même, dans ses fondements, est un objet traversé par un certain nombre de paradoxes qui la rendent si passionnante parce que rien ne va de soi avec la littérature de jeunesse. Elle résiste extrêmement brillamment aux assauts théoriques. Elle est un objet mouvant, extrêmement riche. Sylvie le rappelait tout à l'heure. Je ne dirais pas qu'elle est un objet non identifié parce que le lancement tout simplement de Page Éducation aujourd'hui est la preuve qu'il y a bien une littérature de jeunesse qui emporte l'adhésion des lecteurs, qui ne sont pas forcément des petits lecteurs, preuve en est, mais c'est un objet paradoxal et c'est dans ces paradoxes que se fonde son identité. Alors je voudrais aujourd'hui, dans la vingtaine de minutes dont je dispose, mettre en évidence 5 moments pour caractériser l'histoire de la littérature de jeunesse que je vais présenter comme les 5 actes d'une tragédie. Mais rassurez-vous, à la fin, ça finit bien. Alors d'abord, et sans doute est-ce la plus longue période, la littérature de jeunesse n'existe pas. La littérature de jeunesse proprement dite n'a pas d'existence au sein de la littérature générale. On écrit des ouvrages pour les gens, mais pas spécifiquement pour les enfants. Certes, l'enfant pouvait recevoir des textes éducatifs dès le premier Moyen-Âge ou prendre des ouvrages dans la bibliothèque familiale, s'il en avait une et s'il savait lire. Mais les ouvrages qu'il a entre les mains n'ont pas été écrits pour lui. La grande question de la littérature de jeunesse à son origine n'est donc pas la lecture des enfants, mais l'écriture pour les enfants. Alors jusqu'au XVIIe siècle, comme le dit Michel Butor, la région de l'enfance,
c'est l'Antiquité. Alors rappelez-vous Montaigne, dans son essai à l'enfant que porte Diane de Foix, qui écrit, je cite, « Le premier goût que j'eus au livre me vint du plaisir des fables de la métamorphose d'Ovide ». Avant donc, les enfants qui peuvent fréquenter des livres se retrouvent dans l'Iliade, l'Odyssée, l'Énéide. Autant de textes qui ne sont pas écrits pour la jeunesse, mais qui sont lus par elle. Aussi ne doit-on pas s'étonner que les premiers textes pour les enfants soient faits à l'image de ceux-ci et nous racontent Télémaque, l'Antique, en une manière de continuation de la fameuse Odyssée d'Homère. Et d'ailleurs, un petit nota bene, on peut faire remarquer qu'un nouveau paradoxe, c'est que la littérature de jeunesse est une littérature tardive qui se nourrit des premiers âges de la pensée. Alors comment expliquer ce retard, cette entrée tardive de la littérature dite de jeunesse? Pourquoi elle met autant de temps avant de s'exprimer? Alors je rappellerai que je citerai Alain Renaud, Philippe Ariès dans L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, un texte dans lequel l'historien explique que les sociétés traditionnelles avant le XVIIe siècle n'avaient qu'un sentiment superficiel de l'enfance. Rappelons-nous d'Erasme, qui écrivait en 1512 que l'enfant n'est pas autre chose qu'une masse de chair non dégrossie. Vous apprécierez, il écrit ça dans Éloge de la folie. L'enfant est un être en devenir et on s'intéresse d'abord à ce qu'il va devenir, à ce qu'il sera, jamais à ce qu'il est. Il n'est pas achevé, il n'est pas rationnel, il faut l'éduquer, il faut le désenfanter. On ne saurait donc lui adresser un quelconque texte cohérent. Il est un mini-homme, un mini-adulte, un micro-adulte. Il est mini-raisonnable, il est sans intérêt et surtout, il est dénué de logos. Comment s'adresser à quelqu'un qui n'est pas raisonnable? Un autre motif est plus social. L'enfant qui ne sait pas lire reste l'infans, celui qui ne parle pas, ou plus exactement celui qui babille, qui bafouille, celui qui dit tout et son contraire, donc sans intérêt, un être presque infralangagé. Et quand bien même saurait-il lire, il n'aurait pas de temps pour lire, puisque jusque très tard, peut-être même jusqu'à la moitié du XIXe siècle, l'enfant reste un être surdéterminé socialement. Les enfants des campagnes vont aux champs, ceux des villes apprennent les petits métiers, vont dans les manufactures. Un fils de laboureur est plus laboureur qu'enfant, une fille de lingère est plus lingère qu'enfant. Donc la population est davantage structurée par classe sociale que par classe d'âge. S'il n'y a pas encore de lectorat enfantin, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de petit peuple enfantin. Et on n'écrit pas pour ceux qui n'existent pas, on n'écrit pas pour ceux qui n'intéressent pas. On en arrive à notre second acte, qui met au jour l'éclosion du sentiment de l'enfance. Ce n'est qu'à partir de la fin du XVIIe siècle que s'effectue ce qu'on appellera une individualisation de la jeunesse, une prise en compte de la spécificité de l'enfant, permettant l'émergence d'une première littérature de jeunesse, entendons, adressée à l'enfant. On ne peut que se réjouir, a priori, de cette éclosion du sentiment de l'enfance, de ce moment où l'enfant n'est plus perçu comme un être négatif, mais dans sa singularité. Le tournant, si l'on cherche à identifier une date, ici vous connaissez cette date, le tournant se fait avec le Télémaque de Fénelon en 1699. C'est un livre qui s'adresse ostensiblement à un destinataire non adulte, vous savez, le jeune duc de Bourgogne. Mais c'est aussi un livre d'aventure, une fiction, qui fait rupture avec des textes seulement documentés ou des textes éducatifs qu'on pouvait laisser aux enfants. On serait tenté aussi d'ajouter les contes de Mamerlois en 1697, de Perrault, et les fables de La Fontaine en 1668. Mais ces deux derniers titres ne s'adressent pas immédiatement aux enfants, même si le second tome des fables s'adresse au dauphin Louis. Il est dédié au dauphin Louis. On sait bien que la plus grande partie des contes populaires s'adresse à un public adulte et non à un public d'enfants. Bon, on conviendra quand même qu'on peut considérer tout cela comme un frémissement. Ce n'est pas un vocabulaire très scientifique, mais vous me le passerez, j'espère. Vous comprenez bien que le double destinataire est là, et c'est déjà très important. On écrit pour l'adulte, non sans écarter le lectorat enfantin.
On peut encore souligner qu'à cette période, certains penseurs, comme John Locke, considèrent qu'il y a de bons auteurs pour les classes, dont on peut mettre les livres entre les mains des enfants. Mais le hic, ça non plus c'est pas très scientifique, c'est que l'excellent Télémaque, qui captive l'attention du jeune lecteur par ses aventures merveilleuses, qui suscite son imagination, ce Télémaque reste isolé. Et que ces premiers ouvrages que je viens d'évoquer vont paradoxalement entraîner un revers majeur dans l'histoire de la littérature de jeunesse. Voilà, vous êtes prêts ? À partir du XVIIIe siècle, on commence à concocter une littérature qui sera exclusivement dédiée aux enfants. Et pourtant, je vous défie, peut-être pas dans cette salle, de me trouver un titre de la littérature pour la jeunesse du XVIIIe siècle. Le paradoxe est celui-ci. Alors qu'on ressent enfin la spécificité de l'enfant, j'ai envie de dire pas trop tôt, on a bien expliqué que c'est vraiment une littérature qui apparaît tard, eh bien on la renie d'une certaine manière ou d'une autre manière en initiant un troisième mode de cette histoire que je vous raconte aujourd'hui et qui sera notre troisième acte. Tout à l'heure, rappelez-vous, on se réjouissait que l'enfant soit enfin destinataire d'œuvres écrites juste pour lui. Sauf qu'on peut prendre les choses à l'envers. C'est ça la recherche, c'est parfois, on va chercher dans les petits coins. On prend les choses à l'envers et on s'aperçoit que l'éclosion joyeuse d'un sentiment de l'enfance a très vite fait place à une exclusion triste de l'enfant du monde des adultes. Deux phénomènes expliquent cette exclusion de l'enfance. Il faut lire d'abord l'émergence de la littérature de jeunesse de manière totalement inversée. Elle ne serait pas née du désir d'écrire des livres pour les enfants ou pour les adolescents, mais de la nécessité de leur interdire l'accès aux bibliothèques familiales pleines d'ouvrages trop grands pour eux. Les contes populaires, couchés par écrit grâce notamment aux entreprises de Charles Perrault en France, puis des frères Grimm en Allemagne ou encore au Danemark avec les histoires d'Andersen, portent avec eux des valeurs subversives et font l'objet de critiques et de condamnations, et cela très tôt. Que penser, par exemple, de la jalousie des deux demi-sœurs dans Cendrillon ? N'est-elle pas contre nature ? Que dire de l'amour incestueux du père dans Peau d'âne ? Une telle histoire peut-elle être mise entre de petites mains ? Quel impact peut avoir la méchanceté cruelle des marâtres sur les émotions des petites filles, ou les châtiments ou mauvais traitements subis par certains personnages ? Lorsque la subversion s'adresse à des publics limités, en des temps restreints, par voie orale, via des histoires de bonnes femmes qui se lisent à la veillée, dans les chaumières, on n'y fait pas attention. Mais quand ces récits deviennent littéraires et qu'ils sont destinés de fait à être publiés, répandus, alors seulement cela fait problème. C'est le passage à l'écrit qui change la donne. La littérature, et notamment les contes de fées, n'est pas bonne pour les enfants. Les mœurs y sont trop dissolues, les exemples pervers, les vertus rares. Voici ce que dit Rousseau, rappelez-vous. La lecture est le fléau de l'enfance, écrit-il dans les Mille. Et je cite également Madame de Genlis. Je ne donnerai à mes enfants ni des contes de fées, ni les 1001 nuits. Étonnamment, le problème de la littérature de jeunesse à cette nouvelle époque n'est donc pas que les enfants ne lisent pas, ce qu'on entend parfois de nos jours, mais bien au contraire qu'ils lisent trop, et en tout cas trop mal. S'il doit y avoir une littérature pour les enfants, elle doit donc être spécifique et correspondre à cet individu qu'on a commencé à identifier. L'enfant doit faire l'objet d'une attention particulière. Il est conçu comme un individu négatif qu'il faut éduquer avec empressement et redresser avec rigueur. Mais dans la plupart des cas, la morale étouffe le plaisir. Et la production écrite pour les enfants est à la fois pour et contre la jeunesse. Dit autrement, on met en forme une littérature que les enfants ne lisent pas. Nous voilà bien. Mais bien plus, l'enfant individualisé est réduit. Jusqu'au Moyen-Âge et au XVIe siècle, l'enfant vivait au milieu des adultes. Il faisait comme l'adulte. Il existait au milieu d'eux, indistinctement, certes, mais avec eux, sans exclusion, et intégré socialement d'une certaine manière. À partir du moment où naît le sentiment de l'enfance, que l'on a repéré tout à l'heure, à l'âge classique, on le sort du groupe des adultes et on le traite comme un individu différent. On va se mettre à inventer des jeux, des livres, des activités pour les enfants,
mais surtout pour qu'ils ne pratiquent pas les jeux des adultes, les jeux guerriers ou encore les jeux amoureux. Philippe Ariès ou Michel Foucault, rappelez-vous, Surveiller et punir, parlent d'un long processus d'enfermement des enfants qui va correspondre à une très longue période de tisane littéraire où les enfants seront destinataires de textes indigestes, moraux, pour étouffer en eux leurs mauvais penchants et pour taire leurs passions. Le paradoxe et le drame sont là. Ce sentiment de l'enfance à peine éclos a exclu les enfants des plus belles pages de la littérature. Ça les a mis à part du monde des adultes. L'enfant est senti mais pas consenti, et cela ne suffit pas. Il n'est perçu pour ce qu'il est qu'afin d'être formé, déformé, réformé. On doit consacrer aux enfants un objet électoral qui n'entre pas en contradiction avec l'éducation morale, l'éducation religieuse, qui réalise une sorte de tierce éducation, pour reprendre Michel Butor, une littérature contre la jeunesse. Heureusement, la deuxième partie du XIXe siècle va libérer l'enfant et sa littérature, en raison d'une dynamique d'égalisation des individus qui fait paraître l'enfant, malgré son altérité, l'enfant c'est celui qui est différent des adultes, comme un égal. Et c'est notre quatrième acte. Dès qu'on parvient au principe d'égalisation des individus, eh bien l'enfant, nécessairement, comme tout autre individu, accède à la reconnaissance sociale. Il n'est pas un objet, il n'est pas un animal, il n'est pas un domestique. Il est un sujet libre qui détient des droits, notamment des droits à l'estime et à l'intérêt des autres. On a longtemps estimé que l'enfant, être imparfait par excellence, était un être de devoir. La littérature de jeunesse était alors un moyen de lui dire ce qu'il devait faire. Désormais, l'enfant a avant tout des droits. Et la littérature de jeunesse s'efforce de se plier à ceci. Droit à la connaissance, droit à l'audace, droit à l'éducation. L'objectif de cette littérature pour la jeunesse va alors changer. Non pas instruire pour plaire. L'enfant n'est pas logos nécessairement, mais il est ludos, absolument. Son âme reste absolument ludique, il veut jouer. L'enfant est alors reconnu comme un état spécifique, avec des exigences, des valeurs, des émotions propres, des qualités spécifiques. C'est à cette libération des enfants, je reprends le terme d'Alain Renaud, que l'on doit bon nombre de chefs-d'œuvre, si on veut passer ce terme, de la fin du XIXe siècle. Je pense à Alice, Peter Pan, Pinocchio, les grands romans de Jules Verne, le livre de la jungle de Kipling. Ces œuvres correspondent proprement à un affranchissement des enfants. Voyez Peter Pan qui nous expose avec cynisme et ironie la pauvreté morale et existentielle du monde adulte, qui nous expose un monde, Neverland, essentiellement peuplé d'enfants, où on tue les adultes d'ailleurs. Voyez Alice, elle aussi dans un monde imaginaire enfantin, dominé par une langue et un non-sens que nul adulte ne saurait comprendre exactement. Cette libération des enfants, on la retrouve également dans Pinocchio, dans l'île des plaisirs, l'île des joujoux, et finalement dans tout un champ éditorial au XXe siècle qui cherche à prendre en compte le plaisir enfantin, la joie par l'image, par l'imaginaire, délaissant la leçon et la moralisation. Donc à la fin du XIXe siècle, et le XXe siècle va s'engouffrer dans cette brèche, une inversion s'est donc imposée, qui prend en compte de manière hyperbolique l'individualité enfantine avec une surdétermination par âge, par sexe, par tranche d'âge. Les fameuses bibliothèques roses et vertes, les romans pour adolescents, les livres pour les petites filles sont peut-être un symptôme de cette libération des enfants. Et Ganna Otever von Prague, dans son Histoire de la littérature pour la jeunesse en Europe, parle d'une émancipation des enfants. 1890-1925. Ouf, ça a été long. Alors aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, nous sommes dans le dernier âge, je ne dirais pas le troisième âge de la littérature d'enfance, celui de la dernière moitié du XXe siècle et du premier quart du XXIe siècle, l'âge d'un nouvel âge d'or éditorial, qui a commencé plus précisément pendant les années 1970.
l'âge de toutes les expérimentations esthétiques, ludiques, poétiques, idéologiques, ou encore dans le traitement des personnages ou de leur psychologie. C'est le graphisme inédit de Maurice Sendak dans Max et les Maximonstres qui va au cœur des cauchemars de l'enfance. C'est Barbapapa, créature fantasque, ni animale, ni humaine, qui s'attire des petits fans. On pense encore aux œuvres de Bruno Munari, à ses ouvrages sans texte, exclusivement plastiques, qui prend à contre-pied le confort des éditeurs. On pense encore plus près de nous à Harry Potter, un ensemble de romans qui grandissent avec leurs lecteurs. Rappelez-vous, le premier opus est assez court, il s'adresse à des enfants de fin de primaire et début des jeunes collégiens. Et puis, 10 ans plus tard, le dernier opus, beaucoup plus noir, s'adresse à des grands adolescents. Donc on pourrait presque parler de pygmalionisme littéraire, dans la mesure où le livre invente son lecteur, le modèle, à la manière de Pygmalion qui sculpte sa statue. C'est tout à fait unique dans le champ littéraire. On ose pour le plaisir des plus petits et de ceux qui grandissent. On ose tout, c'est ce que Sylvie Servoise rappelait tout à l'heure. On ose parler de la catastrophe écologique, de l'apprentissage de la sexualité, des violences conjugales, du drame des migrants, des guerres, des génocides, des drames et de tout le noir du monde. Mais on le dit avec les mots qu'il faut. Pas des mots simples et encore moins simplistes, les bons mots. Parce que la littérature pour les petits n'a pas que des petites choses à dire. Je le répète à chaque fois que je vois du monde. Elle n'est pas là pour former ni pour déformer. Elle est là pour bien dire les choses. Et franchement, elle le fait avec beaucoup, beaucoup de talent en tant que production intellectuelle à développement durable qui s'imprime en nous différemment et pour longtemps. Alors je conclus. Ce que l'on a pu remarquer, c'est que la littérature de jeunesse a évolué, en même temps que la conception du sentiment que l'on se faisait de l'enfant, entendu comme un être à part, différent des adultes. Mais il est un autre moteur de cette histoire, qu'il me plaît d'évoquer pour terminer avec vous cette petite histoire, et qui fera le lien avec ce qu'a dit ma collègue Sylvie Servoise tout à l'heure. C'est l'alternative entre instruire et plaire. Ces deux caractères permettent d'établir une dynamique évolutive, sinon dialectique, de l'histoire de la littérature d'enfance et de jeunesse. La littérature de jeunesse est-elle d'abord celle qui éduque et qui enseigne, ou celle qui plaît, qui amuse et qui distrait ? Cette alternative entre instruire ou plaire résume toute l'histoire de la littérature de jeunesse. On a trop longtemps voulu éduquer, voire dresser les enfants par le biais d'une mauvaise littérature de jeunesse. On a trop longtemps voulu instruire plutôt que plaire. Puis lorsqu'enfin l'enfant a été ressenti, compris, identifié, on a voulu instruire en plaisant, puis plaire sans instruire, voire dans un ultime pied de nez, instruire au plaisir. On peut donc dire que la littérature de jeunesse que l'on fait aujourd'hui est allée au bout de son chemin dialectique. La littérature, cette dialectique se réduirait ainsi, non pas instruire ou plaire, non pas plaire pour instruire, mais instruire le plaisir. Éduquer les enfants au plaisir esthétique. Et c'est aussi pour cette raison que cette littérature nous réjouit tous aussi intensément. Ce renversement dialectique de la littérature d'enfance et de jeunesse qui, en même temps qu'elle répugnait à l'éducation, la cultivait et la défendait, souligne combien l'originalité du destinataire dans la littérature d'enfance et de jeunesse oblige à considérer comme solidairement liés l'instruction et le plaisir que ce destinataire va tirer de sa lecture. Mais il ne s'agit pas de choisir entre les deux vont de pair. Et par là, on retrouve une espèce de quintessence de la littérature de jeunesse qui a toujours cru qu'elle devait instruire au lieu de plaire, alors qu'elle ne cessait pas d'instruire par le plaisir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, j'imagine que cette présentation, cette dramatisation, on peut le dire, de l'histoire de la littérature de jeunesse en 5 actes ou 5 épisodes aura suscité des questions, des réactions ou des remarques.
je vais peut-être, je peux pas m'empêcher d'en faire une avant de laisser la parole à la salle si vous avez des questions. C'est que, donc là, tu nous as présenté une évolution en cinq moments, en montrant qu'il ne faudrait pas s'arrêter à une conception trop binaire. On n'est pas passé de instruire sans plaire. Et aujourd'hui, il s'agirait que de plaire. On sait bien que ce n'est pas le cas. Il y a on fait passer beaucoup de choses par la littérature pour la jeunesse. Et il y a même une part de la littérature de jeunesse très didactique, un peu pesante. Et c'est d'ailleurs pas celle qui marche le mieux avec les jeunes lecteurs. Mais je me demandais, en t'écoutant, puisque tu as dit que une des caractéristiques de la première littérature de jeunesse, c'était de revenir aux textes anciens. Et on le voit encore aujourd'hui, il y a énormément de littérature de jeunesse qui travaille sur les mythes. Je pense par exemple à toute cette série des feuilletons d'Ulysse, feuilletons de Thésée par Muriel Sachs, qui travaillent sur les mythes. La réinvention constante des contes. Et je me demande si ça aussi, c'est pas une caractéristique de la littérature de jeunesse, c'est d'être en réinvention permanente, en fait, et d'être une grande entreprise, peut-être de recyclage, mais au sens positif du terme, et c'est-à-dire de jouer avec les codes, avec les conventions, avec le modèle du conte de fées. Mais on sait très bien que maintenant, dans le conte de fées, le loup n'est plus méchant, il est gentil. Donc je ne sais pas si... est-ce que tu serais d'accord avec cette définition de la littérature pour la jeunesse comme recyclage permanent? C'est une écriture qui passe par une poétique de la récupération. On récupère tout est bon à prendre en littérature de jeunesse. C'est vrai que les loups ont été longtemps les incarnations les plus fiables des prédateurs de toutes sortes, mais aujourd'hui, les loups, je ne sais pas si vous les imaginez dans les albums que vous avez entre les mains, sont souvent des gentils loups, sont nos amis, nos meilleurs copains. Même parfois, les enfants réclament des loups méchants. On a besoin aussi un petit peu d'avoir peur et de revenir aux fondamentaux. Bien entendu, la littérature de jeunesse joue en permanence avec les stéréotypes de genre et rejoue en permanence la grande aventure de la littérature, la mythologie, etc. C'est un buvard et du réel et de la littérature. Alors moi, j'aime bien appeler... vous savez bien qu'il y a ce débat... ou en tout cas, comment on dira, la littérature de jeunesse est parfois, avec un petit peu de condescendance, appelée la paralittérature. Je pense qu'on est sorti de cet âge-là à l'université où on peut enfin dire je suis spécialiste de littérature de jeunesse sans baisser un peu le regard. Moi, je pense que je parlerai de l'autre littérature, qui s'adresse vraiment au plus grand nombre, paradoxalement, là encore, puisque la littérature pour la jeunesse, elle est lue d'abord peut-être par des adultes, les médiateurs, qui lisent par-dessus l'épaule, mais ça, vous le savez, et qui fonctionne avec ses propres outils théoriques pour grandir, en fait, celui à qui elle s'adresse, mais en fait, elle s'adresse à tous. Et ça, c'est fondamental. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des remarques? N'hésitez pas à poser des questions à Nathalie Prince. Oui, je vous vois un peu. On est au 5e acte et il n'y aura pas de 6e acte, c'est tellement bien. Oui, c'est vrai, ça me rend triste d'imaginer un 6e acte, mais figurez-vous que j'y ai pensé. Parce que, en fait, c'est la catastrophe écologique qui nous laisse imaginer que peut-être il va falloir changer un petit peu les choses et bouger les lignes. Pourquoi je dis ça? Parce que longtemps, les adultes ont écrit pour les enfants en leur disant de faire ce qu'ils devaient faire pour devenir comme eux. Mais avec cette catastrophe écologique, les adultes écrivent aux enfants de ne pas faire comme eux. Nous sommes des êtres coupables, nous, mais eux sont des enfants, ils sont des êtres durables et pas coupables. C'est pas à eux que doit revenir finalement le poids de la culpabilité, mais par contre, eux peuvent prendre les bonnes actions, peuvent devenir autres que nous, et l'altérité, elle s'inverse. Et c'est peut-être, imaginons cela, le 6e acte, que peut-être je pourrais écrire dans un article d'ici quelques années, si je n'ai pas profité de ma retraite. Mais j'avoue que je suis très tentée par cette idée de la retraite. Pardon. Pas tout de suite. On a besoin de toi, Nathalie. C'est encore moins.
Moi, je voulais vous parliez de 5e acte et instruire au plaisir. Et je voulais avoir votre avis sur le livre qui a été censuré cet été de Manuel Cos, Bien trop petit. Vous n'avez pas entendu parler? Non. Donc en fait, il est interdit en littérature de jeunesse et il doit être en littérature générale. Et d'ailleurs, parce qu'il, en fait, c'est l'éveil, c'est une collection, je sais plus quoi, Ardeur, donc qui porte bien son nom. Et en fait, ce livre, moi, je l'ai lu justement parce qu'il était censuré, mais donc il ne peut plus être vendu dans les rayons littérature de jeunesse. Et il raconte les émois d'un jeune garçon de 15 ans. Et du coup, l'écrivain Nicolas Mathieu, d'ailleurs, a fait un appel à texte de toutes les personnes qui auraient des écrits sur leurs émois pour pouvoir publier ces écrits-là. Donc, on est au 5e acte, mais n'empêche qu'il y a encore des censures. Il y a encore des choses à écrire. C'est vrai que la littérature de jeunesse est sous le coup de la loi il ne faut pas choquer, il ne faut pas proposer des images terribles aux enfants et aux adolescents. Moi, je sais que pour ce qui est de la littérature pour adolescents, c'est une littérature... Souvent, les parents lisent jusqu'au collège. Et puis après, ils achètent les livres qu'on demande, que les enfants, quand ils demandent d'acheter. Et c'est vrai que peu de parents lisent la littérature pour ados, qui peut parfois tomber des mains. Mais en même temps, c'est la littérature pour les ados, et nous ne sommes plus ados. De quoi avons-nous besoin? Hélas, c'est toujours le même problème de l'âge. C'est toute la grande question qui se pose. C'est cette différence entre la valeur de cette littérature et ceux qui portent un jugement de valeur. La littérature, elle est là pour faire quoi? Elle est là pour donner du plaisir. Mais qui prend plaisir? C'est l'enfant, c'est l'adolescent qui a, à ce moment-là, dans sa vie, besoin de textes qui s'adressent vraiment à lui et qui lui donnent des réponses ou qui vont poser quelques cailloux blancs sur son chemin. Voilà. Et nous autres adultes, nous allons porter un jugement sur ce qu'il lit, alors que nous n'avons plus hélas, nous n'avons plus de dents de lait. Donc, le problème de la censure est très intéressant. Bien sûr qu'il faut faire attention à ce qu'on donne entre les mains de nos enfants, mais en même temps, on n'est pas la première cible, et il ne faut pas donner n'importe quoi non plus, je ne dis pas ça, mais c'est très épineux cette question que vous posez. Oui, mais surtout que les personnes qui ont censuré n'ont peut-être pas bien compris en fait ce livre-là. Donc voilà, je sais pas, vous le lirez peut-être, vous verrez, mais c'est passé très sous silence cet été, et en fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu de censure de livres. Il y a eu toute la polémique aussi avec la question du baiser de Blanche-Neige et le consentement. Alors, ne peut-on plus embrasser les princesses endormies pour les réveiller de leur sommeil? Et Roald Dahl, il était question de le faire, mais je crois que Gallimard n'a pas cédé. Mais effectivement, c'était une polémique. Ouais. Alors, il y a 2 éditions. Oui. La nouvelle édition et la classique, celle écrite, parce que ça pose aussi la question de Roald Dahl, ça pose aussi la question du respect de l'œuvre de l'écrivain, en fait. Donc, moi, je trouve... De la patrimonialisation. Oui, mais en fait, voilà, c'est quelqu'un qui réécrit à la place de l'auteur. Donc, c'est pour ça la solution des 2 éditions permet aussi aux lecteurs de savoir ce qu'ils lisent. Soit ils lisent Roald Dahl, soit ils lisent quelqu'un qui a réécrit Roald Dahl. Après, ça peut être chacun est libre de choisir. Oui, mais je pense qu'on fera un numéro ou quelque chose autour de la question de la censure. Il y avait quelqu'un qui... Alors, peut-être une dernière question. Actuellement, mais là, pas pour des problèmes de polémique, pour des problèmes de vocabulaire. Enfin, en tous les cas, c'est ce qui est présenté par l'éditeur, qui dit qu'il y a effectivement, quand on compare les mêmes pages entre les éditions originales et les éditions qu'on retrouve actuellement, il y a moins de texte par page et le vocabulaire a été simplifié. Et le passé simple est remplacé par le présent. Par exemple. Qui est compliqué après pour les enfants qui doivent apprendre quand même le passé simple en classe de français. Ils n'ont plus d'exemples. Il n'y a plus 2 éditions, à moins d'avoir une ancienne chez soi, il n'y a plus 2 éditions qui cohabitent. C'est l'éditeur qui remplace d'office et qui ne propose plus que ça.
pour s'adapter au lecteur, théoriquement. Moi, mon sentiment, c'est que c'est très dommage. Et j'entends George Sand qui raconte que son père, sa mère lui lisaient des histoires et que elle disait j'ai rien compris, mais c'est génial. Voilà, donc faut bien l'acquérir ce vocabulaire. Sinon, hélas, la langue fuit. Et puis c'est le plaisir aussi de la littérature, hein. C'est ce que disait Proust, toute œuvre littéraire est écrite dans une langue étrangère. En effet, le fait de ne pas comprendre, mais de deviner ou d'être sensible à la sonorité des mots qu'on ne connaît pas, c'est aussi ça le plaisir de la lecture. Enfin, jusqu'à un certain point quand même, c'est mieux de comprendre ce qu'on lit, mais si parfois on bute sur quelques mots, bon, c'est la magie des termes. Tous les auteurs, je pense à Colette par exemple, dans La Maison de Claudine, elle raconte un de ses souvenirs d'enfance. Elle ne comprenait pas ce que voulait dire le mot presbytère et elle était fascinée par ce mot-là jusqu'au jour où elle a compris ce que c'était. Elle a été très déçue et elle en a mortellement voulu à l'adulte qui lui a expliqué ce qu'était le mot presbytère. Et on retrouve le mécanisme de la déception proustienne et tout se tient. La littérature est toujours là, petite ou grande. Je demande aux autorités compétentes, est-ce qu'on s'arrête là? S'il n'y a plus de questions. Bah oui. Bah merci beaucoup. Merci infiniment. On a une dernière surprise pour vous. Bonjour à tous, c'est Dominique. Voilà, je suis professeure documentaliste depuis 20 ans et je vous accueille dans ma deuxième maison, donc le CDI dans lequel je travaille depuis 10 ans en collège, un collège rural, donc avec ses particularités d'être éloigné d'un peu de tout au niveau culturel. Donc j'ai mon importance dans le travail de transmission de la culture et de l'incitation à la lecture, bien entendu. C'est un de mes dadas, de toute façon. J'ai fait ce métier-là pour donner le plaisir de lire à mes élèves avant toute chose. Voilà. Parce que moi-même, étant enfant, j'ai toujours été entourée de livres, c'était vraiment mon monde. Et c'est pas étonnant que j'ai fait ce métier-là. J'ai pas eu un professeur vraiment qui m'a donné envie d'être enseignante, encore moins d'être professeur documentaliste, parce que ça n'existait pas vraiment à mon époque. Mais c'est plutôt une ambiance d'école avec une maîtresse particulière. Pareil, c'était en milieu rural, dans une petite école. Avec le poêle, le chat, enfin tout ce qui va bien. Et il y avait un jour dans la semaine où on faisait bibliothèque. Donc là, c'était la découverte de livres que je n'avais pas chez moi et que je m'empressais de prendre pour ramener à la maison. Donc voilà, ça sera vraiment celui-là, mon souvenir d'école qui m'a peut-être, sans doute, fait envie de faire ce métier. Bonjour à tous, je suis Katia Carrère, professeure de lettres modernes au collège Jules Verne à Provins en Seine-et-Marne. J'ai en charge cette année les 6e et les 3e en français et les autres niveaux pour la culture antique et le latin. J'ai toujours eu un goût prononcé pour la lecture, mais je dirais que j'ai eu un véritable déclic en 4e grâce à mon professeur de lettres, Madame Gadona du collège Kervillon à Fouesnant. Elle nous a fait découvrir des ouvrages comme La mécanique du diable de Pullman, ouvrage que j'ai encore à la maison et que j'aime bien feuilleter de temps en temps. J'étais pas prédestinée à ce métier-là, mais j'ai sauté le pas et j'ai passé le concours parce que mon envie était celle de partager mon goût de la lecture, comme l'avait fait notre professeur de 4e, à mes élèves, et de leur montrer que la lecture est vecteur de connaissances, certes, mais surtout la découverte d'univers différents qui permet de nous épanouir. Bonjour, je m'appelle donc Magali David, je suis professeure documentaliste au lycée Jules Fil à Carcassonne, dans l'Aude. Le lycée Jules Fil, c'est un lycée polyvalent avec à la fois donc, des élèves de lycée général et des élèves de lycée professionnel, de la classe de la 3e
prépa métier, jusqu'au BTS. Alors, moi, j'ai choisi de vous parler de l'enseignant qui m'a donné envie de faire ce métier, donc d'être enseignante. Et c'est Monsieur Royer, qui était mon professeur d'histoire-géographie au lycée du Bois d'Amour à Poitiers, hein, que j'étais élève là-bas. Auparavant, j'avais eu d'excellents enseignants d'histoire-géographie également au collège. Et lui, ça a été l'enseignant qui m'a confirmé vraiment que je voulais être enseignante. Alors au départ, donc évidemment, enseignante d'histoire-géographie, et puis finalement, j'ai changé de voie et j'ai choisi d'être professeur documentaliste pour d'autres raisons. Mais en tout cas, Monsieur Royer était un enseignant un peu à part à l'époque, puisqu'il travaillait énormément, pas en cours magistraux, mais plutôt avec beaucoup d'interactivité avec les élèves, et aussi beaucoup d'ouverture culturelle. Il nous incitait à chaque cours à aller voir un film, il donnait des titres de films, à aller lire un livre, aller voir une expo, regarder une pièce de théâtre. Enfin, il nous ouvrait beaucoup au niveau de la culture. Et puis, parfois, il nous lançait des petits débats presque philosophiques et sur lesquels on pouvait participer. C'était très, très nouveau pour moi et passionnant. Et puis, au-delà de tout ça, évidemment, c'était un excellent enseignant qui savait faire transmettre avec passion l'histoire. Il nous racontait des histoires, on buvait ses paroles, c'était merveilleux. Et voilà, et donc c'est vraiment, je voulais lui rendre hommage parce que c'est un super souvenir. Voilà donc pour les quelques témoignages d'enseignants qu'on a pu avoir. Et puis du coup, je vais accueillir donc Catel. On a une dernière surprise pour vous. Il y a 2 auteurs de la présélection des Incos qui sont là. Et donc voilà, Catel nous a fait l'honneur d'accepter de leur poser des petites questions. Donc si Maxime et Aurélie veulent bien aussi nous rejoindre sur scène. Bonjour Maxime, bonjour Aurélie. Je commence par qui? Qui veut commencer? Aurélie? Ok, oui, avec plaisir. C'est parti. Donc Aurélie, vous êtes auteure des Pirates de l'espace, les baleines stellaires qui est en présélection. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous et puis sur votre ouvrage? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci pour votre accueil. Je suis très contente d'être là. Donc, je m'appelle Aurélie Wallenstein et dans la présélection 2024-2025, je suis l'autrice de Pirates de l'espace, les baleines stellaires. C'est un récit de science-fiction pour les enfants qui va raconter l'histoire de Jessie sur la planète Nyx. Nyx, c'est une planète éclairée par un soleil noir. Tout est noir, la végétation est noire, sauf des coraux bioluminescents qui auront toute leur importance dans cette histoire. Jessie, en fait, elle s'est crachée sur cette planète quand elle était enfant et elle tient pour responsable de son accident les baleines stellaires qui nagent dans l'espace autour de sa planète. Elle a aussi pour désir de retourner dans sa planète d'origine, dont elle a un souvenir assez flou. Et pour réunir les fonds, en fait, elle va commettre un braquage au début de l'histoire. Elle va aller braquer une usine qui raffine l'huile de baleine stellaire, qui a une valeur immense dans ce monde-là. Mais évidemment, tout va très mal se passer. Il va y avoir une explosion, elle va déclencher un incendie dans l'usine. Elle se sauve avec un laborantin poursuivi par tout le personnel et tous les financeurs très très en colère qui veulent leur faire la peau. Et pour se sauver, ils vont monter en catimini dans un vaisseau qui n'est rien d'autre qu'un baleinier, un chasseur de baleines stellaires. Et là, ils vont se retrouver dans l'espace. Et là, leur point de vue, leur perspective vont changer. Parce qu'ils vont découvrir qui sont vraiment ces baleines qu'elle haïssait de tout son cœur. Et là, dans cette aventure, elle va être amenée à changer de point de vue sur les animaux, sur les baleines, et à choisir un camp, en fait.
C'est une histoire donc avec 3 personnages. Jessie, c'est vraiment une fille badass. Elle a les cheveux bleus. Les fractures qu'elle a eues à cause de son accident étaient rafistolées avec du métal qui lui donne un petit côté cyberpunk. C'est une fille courageuse, un peu gros tempérament, mais qui cache aussi ses doutes et ses peurs sous cette espèce de carapace de petit tank. Elle est donc accompagnée du laborantin qui s'appelle Jazz, et qui lui est un peu son pendant, calme, réfléchi, qui va vraiment se servir de sa tête avant de se servir de ses muscles. Donc ils font un bon duo tous les deux. Et le 3e personnage de l'équipage, c'est Torche, qui est une petite fille un peu étrange en fait, qui cache son visage sous ses cheveux, sous son grand chapeau, et elle parle par l'intermédiaire de son oiseau. En fait, elle a un phénix rouge sur l'épaule, et c'est lui qui s'exprime à sa place. C'est un récit, on parlait de recycler les grands récits avec l'intervention précédente. Moi, mon idée, c'est de faire un Moby Dick dans l'espace, mais un Moby Dick inversé. C'est-à-dire qu'on va proposer aux jeunes lecteurs d'entrer en empathie avec la proie, avec la baleine, et d'avoir tout un discours sur le respect des animaux, sur la biodiversité, sur comment, en fait, on va s'inscrire dans ce monde en interdépendance avec la nature et avec les animaux. C'est aussi une sorte de Star Wars avec des animaux de l'espace. Au niveau des références aussi, moi j'aime bien les Pirates de la Galaxie pour le côté dialogue dynamique, un peu vanne, un peu humour pétillant. Donc voilà ce que j'ai voulu mettre dans ce petit roman pour les enfants. Donc voilà, bien sûr, les animaux de l'espace, de belles baleines étoilées, et un peu d'humour et beaucoup d'action évidemment. C'est illustré par Alessia Trunfio, qui est une illustratrice incroyable. Vraiment, les dessins sont très beaux. Vous verrez en feuilletant le livre. C'est dans des tons pastel, bleu foncé, mauve, avec le petit côté éclatant, jaune scintillant des étoiles et de l'espace. Les baleines, en fait, sont transparentes, et à l'intérieur de leur corps, il y a des gaz qui donnent des très jolies couleurs. Donc tout ça est très bien mis en scène par l'illustratrice. C'est vraiment un très bel objet aussi qu'a fait l'éditeur Ozu. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'autres ouvrages que vous avez publiés ? Moi, je suis une autrice surtout d'imaginaire, de fantasy. Donc, j'ai publié des romans pour les catégories au-dessus en âge, donc en young adulte. Chez Scrinéo, 9 romans d'imaginaire, aussi avec beaucoup d'animaux. C'est mon thème de prédilection, le respect de l'animal et l'empathie avec l'animal. Donc, vous connaissez peut-être Mère morte sur ce thème-là, où en fait on a tué la mère et la mère revient sous forme d'un fantôme pour se venger des humains avec des animaux fantômes dans ces flots. Et récemment, j'ai aussi de la BD avec Equinox, qui est une BD fantasy pour les enfants, où avec 4 jeunes filles qui se transforment en chevaux à la pleine lune. Votre éditeur a proposé vos titres aux Inco en présélection. Est-ce que vous connaissiez les Inco avant ça ? Ah oui, bien sûr, on connaît les Inco. Quand on est auteur, c'est un prix exceptionnel. Donc oui. D'ailleurs, j'ai des amis qui l'ont gagné. C'était Paul Béorn et Céline Edgar avec 14-14, un roman extraordinaire que j'adore. Et je pense que ça a énormément boosté le roman. Et est-ce que vous avez peut-être des petites sorties prévues et nous faire des petites révélations sur ce que vous allez écrire bientôt ? J'écris la suite des Pirates de l'espace. D'ailleurs, j'ai rencontré des classes récemment dans le Nord-Pas-de-Calais, en milieu rural, et avec les enfants, ils s'étaient amusés à écrire la suite des aventures de Jessie. C'était super mignon, c'était adorable. Et donc là, j'écris ça, et j'écris aussi ma BD Equinox. Et du coup, est-ce que la rencontre avec les classes a un peu influencé votre écriture ? Ils avaient des idées incroyables. Donc je ne sais pas si je vais reprendre leurs idées, non, mais en tout cas, on s'est bien amusés. Et ils étaient d'un enthousiasme et d'une imagination. J'ai vraiment passé un très bon moment. On a inventé des planètes, on a inventé des animaux, de l'espace. C'était super. Ils vous font des retours de temps en temps comme ça ? Quel retour ils ont sur vos œuvres ? Alors avec les petits comme ça, c'est pas des retours sur Internet comme on peut avoir avec les plus grands qui sont très réseaux sociaux. Sur Instagram, on a beaucoup de retours des grands. Pour les petits, c'est surtout effectivement dans les rencontres en classe. C'est là où vous vous direz « Ah madame, je vous mets 5 étoiles !» C'est super mignon. Merci.
Est-ce qu'il y aurait peut-être des questions dans le public? C'est je reprends la catégorie d'Ozu, c'est 8-12. Là, vous êtes dans la sélection CM2 6e. C'est ça. Sélection CM2 6e. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Aurélie? Non? Maxime? À nous? Bonjour tout le monde. Alors, il semblerait qu'on ne soit pas dans la même présélection. Donc je peux dire tout le bien que je pense d'Aurélie, que j'ai la... Non mais c'est vrai, on va dire ça fait copinage, mais j'ai la chance de lire Aurélie depuis son premier roman, ça fait une dizaine d'années, et c'est vraiment une autrice qui a un univers, elle a parlé un peu de ces thématiques tout à l'heure autour des animaux, de la nature, elle a un univers qui lui est très propre, très onirique et qu'on retrouve dans chacun de ses livres, et une écriture qui est très fine et qui lui appartient vraiment, donc c'est vraiment une autrice de talent, et comme elle n'est pas dans la même sélection que moi, je peux le dire en toute tranquillité. Alors moi, oui, alors, parlons un peu de moi quand même, pour arrêter. Alors, je ne suis pas du Mans, mais j'ai donc écrit l'Odyssée de Milo, donc aux éditions Scrinéo. Alors c'est vraiment, je suis vraiment ravi qu'il vous soit présenté aujourd'hui parce qu'il a été écrit dans le cadre du feuilleton des Incos. L'année dernière. Milo, alors on parlait tout à l'heure de la poétique du recyclage, c'est pas tout à fait les termes que vous avez employés, mais j'ai bien retenu la notion. Là, pour le coup, l'Odyssée de Milo, on peut être difficilement davantage ancré dans le classique, puisque Milo est un adolescent qui se voit investi de pouvoirs de divinité grecque de l'Antiquité. Et il ne sait pas quoi en faire, il ne sait pas pourquoi, il est investi de ses pouvoirs, il est dans son trip ado, un peu mal dans sa peau, traumatisé par un deuil familial, et donc lui tombe dessus ces pouvoirs dont il ne sait que faire, jusqu'à ce qu'il apprenne qu'en réalité, il est là pour aller chercher des créatures, des monstres de l'Antiquité qui se sont infiltrés dans notre monde moderne. Alors il se trouve que comme je suis un ancien enseignant, j'étais prof de français pendant 12 ans, donc petite parenthèse, on peut s'en sortir, la preuve. Je trouvais que c'était amusant de placer les éléments que je connais bien du milieu collégien, parce que c'est un ouvrage pour les collégiens. Et donc, par exemple, Homère, qui est en fait Homère joint Milo pour lui donner ses missions, et il le joint, pour ceux qui connaissent, par le biais de pronotes. Il est au collège quand même, hein. Et donc, il a également un documentaliste qui est un centaure, mais il n'y a que lui qui peut le voir. Donc j'étais ravi de l'écrire dans le cadre du feuilleton des Incos, parce que quand vous écrivez avec les classes, vous n'avez pas encore la certitude d'être publié ensuite, ce qui fait que vous écrivez avec une liberté totale ou presque, puisque j'avais en l'occurrence 13 classes virtuelles devant moi. Ça allait du nord, d'où je suis originaire, jusqu'au Maroc. Et selon les classes, vous aviez des retours sans filtre, toujours sans filtre. Alors des fois, vous écoutez ce qu'ils vous disent, des fois, vous dites bon, c'est bon quoi, je connais un peu mon métier. Et puis en réalité, quand sur 13 classes, ils sont 11 ou 12 à vous dire la même chose, vous prenez en compte. Parce que là, vous dites, c'est quand même pour eux qu'on écrit, donc c'est eux qui sont dans le vrai. Et donc évidemment, après, grâce à mon éditeur, on a retravaillé bien sûr le texte, pas le livrer brut comme ça, mais c'était une aventure absolument incroyable. Et donc, voilà, on boucle un peu la boucle avec cette présélection. J'espère qu'on va enlever le préfixe bientôt. Et puis, voilà, venez lire l'Odyssée de Milo. Merci. Mais vous êtes aussi l'auteur de Cellule 24. Voilà. Qui est en lice pour le prix cette année. J'ai posé le micro parce que je voulais pas. Ouais, effectivement, Cellule 24 présenté ici, qui lui, pour le coup, n'est même plus présélectionné. Il est en lice, il est finaliste cette année, CM de 6e. Donc, c'est la folie. On m'avait dit, mais je suis sollicité tous les jours pour une intervention. Mon agenda, là, je crois que mes enfants vont plus me reconnaître quand je vais rentrer. Mais ouais, c'est vraiment incroyable. Effectivement, le contact avec les élèves, c'est primordial. Alors, ce qui me vaut beaucoup de moqueries à la maison, parce qu'on me dit depuis que tu as démissionné de l'éducation nationale, tu n'as jamais vu autant d'élèves. Mais c'est pas faux. C'est ce que j'allais dire, les 2 romans sont dans le collège, ça vous manque un petit peu peut-être? Mais pas du tout. Non, mais si. J'étais ravi d'être professeur, et je sais pourquoi j'ai quitté l'éducation nationale. Ça n'avait rien à voir avec les élèves, c'est plutôt eux qui m'ont maintenu pendant longtemps. Mais c'est aussi en les revoyant que je sais que j'y retournerai pas. Parce que, non, mais j'aime beaucoup faire les interventions, mais c'est vrai que quand on fait les interventions, et vraiment tout le respect et ma compassion par moment pour les collègues. Et le feuilleton, du coup, ça vous a apporté
ça m'a apporté cette publication pour commencer, ça a apporté ma présence ici. Encore une fois, je vous dis, mes éditrices, mes éditeurs, mes éditrices que j'adore sont là, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand vous écrivez sans l'intermédiaire du travail éditorial, vous écrivez en direct et donc sans filet finalement, c'est pas toujours les retours auxquels on s'attend. Donc encore une fois, sur le registre de langue par exemple, selon que j'avais une classe, certains avaient trouvé que mon registre de langue, oh, c'est bien, il est jeune, on trouve comment on parle nous, et d'autres qui étaient peut-être un peu plus coincés, oh mais quand même, vous dites des gros mots ou du registre familier, j'ai dit oui, pourquoi tu parles imparfait du subjonctif toi? Mais bon, après, c'est quand même intéressant d'avoir leur retour, c'est quand même avant tout pour eux qu'on écrit, donc ça veut pas dire qu'il faut faire de la démagogie dans l'écriture, mais il faut être à l'écoute. Ça vous ferait plaisir de refaire un feuilleton prochainement? Voilà, mais manque de bol, comme je suis si je suis sélectionné, je pourrais pas faire un feuilleton, c'est ça, j'ai bien retenu le mot de... Mais bon, en 2032, je pense que c'est jouable, ouais, ça... Même question qu'Aurélie, est-ce qu'il y a des choses que vous êtes en train d'écrire, et petite avant-première Alors, comme Aurélie, on écrit tout le temps, je pense, on est d'accord. Avant-première, alors c'est plus une avant-première parce qu'il est sorti, alors c'est chez Ozu, je switch. C'est un petit calendrier, un roman de l'Avent. Peut-être vous en avez entendu parler, ces fameux romans de l'Avent de chez Ozu, où vous avez sur le principe du calendrier de l'Avent un chapitre prédécoupé. Vous commencez au 1er décembre avec l'enfant, il ouvre le cahier, il découvre l'aventure qui se construit au fil des 24 jours. Super concept, Jeanne. Et donc, moi j'ai écrit pour les tout petits, pour les 5-6 ans, ça s'appelle le concours du Père Noël. Et donc le Père Noël est submergé de travail parce que tous les enfants ont été sages. Il veut chercher un assistant ou une assistante. Et devant l'afflux de candidatures, il est obligé d'organiser un concours pour sélectionner qui va l'aider la nuit de Noël. Et évidemment, le concours ne va pas se passer comme prévu. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Maxime ou Aurélie? Alors ce format, on est sur un petit format, mais effectivement c'est très richement illustré puisqu'on est pour les 5-6 ans. Oui, de toute façon c'est l'illustration qui fait tout le boulot. Le texte, il est bon, ma foi. L'illustratrice est magnifique, mais oui, c'est très très richement illustré puisqu'on est pour les 5-6 ans. Encore une fois, cette collection se décline jusqu'au young adulte, mais forcément plus on va vers un lectorat jeune et plus l'illustration est prépondérante. Alors, elle s'appelle Benedetta, et le nom, je ne vais pas le prononcer, vas-y. Capriotti, voilà, c'est la filière italienne de chez Ozu. Elle est vraiment italienne, je n'ai pas encore eu l'occasion de la rencontrer, mais en tout cas, son travail est absolument remarquable et a su magnifier mon texte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je te laisserai répondre après si tu veux pour ton expérience. On a des fois des surprises. C'est-à-dire, on part sur un concept, on part sur un public dont on pense qu'il va être adapté. Votre écriture, l'histoire, la thématique que vous allez aborder vont peut-être faire glisser un petit peu, mais il y a toujours, en tout cas en ce qui me concerne, une réflexion et une discussion avec l'éditeur. Donc il arrive que l'éditeur vous dise, ça je le vois plutôt sur une tranche d'âge plus jeune ou plus âgée d'ailleurs, parce que la thématique s'y prête ou parce que peut-être il y a un embouteillage à ce moment-là au niveau de cette tranche d'âge. J'ai des surprises, notamment sur la série Cellule 24, où on part vraiment, c'est ma faute en l'occurrence, on part sur un public plutôt 6e, 5e, et je vois bien en écrivant la suite que c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure avec Harry Potter, mais c'est des personnages que je suis maintenant depuis 2 ans, 2-3 ans, et j'ai envie de les faire évoluer un peu, et en même temps, est-ce que c'est le principe de la série? Donc il y a une vraie réflexion à avoir avec l'éditeur par rapport à ça. Oui, c'est un peu pareil, j'ai un peu la même expérience. Moi, j'avais pas encore écrit pour cette tranche d'âge, pour les 8-12, donc j'ai été très accompagnée et aidée par mon éditrice pour être dans le bon registre. Et c'était très intéressant pour moi, j'ai beaucoup appris en fait, grâce à cette expérience. Mais sinon, quand on commence un texte, en général, je suis pas sûre qu'on réfléchisse en termes de cible, on va dire. On déroule l'histoire et après on voit avec l'éditeur. D'autres questions?
Merci. Merci Maxime, merci Aurélie. Merci tout le monde. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous. Du coup, c'est sur ces petits mots des auteurs et de Catel qu'on va clôturer le colloque. Donc, merci d'être venus si nombreux ici en physique et aussi derrière vos écrans parce que vous êtes énormément aussi à suivre en ligne. Donc, ça nous fait très, très plaisir. Voilà, merci beaucoup. Pour ceux qui sont dans la salle, il y a un petit buffet qui vous attend juste après. Et voilà, on pourra continuer les échanges à ce moment-là. Merci.